Ce n'était pas le Vorarbeiter, ce n'était que Jean, le piccolo de notre commando. Jean était un étudiant alsacien. Bien qu'il eût déjà 22 ans, c'était le plus jeune Häftling du commando de chimie. Et c'est pour cette raison qu'on lui avait assigné le poste de piccolo, c'est-à-dire de livreur commis aux écritures, préposé à l'entretien de la baraque, à la distribution des outils, au lavage des gamelles et à la comptabilité des heures de travail du commando. Jean parlait couramment le français et l'allemand. Jean était très aimé au commando. Il joignait à la ruse et à la force physique des manières affables et amicales. Tout en menant avec courage et ténacité son combat personnel et secret contre le camp et contre la mort, il ne manquait pas d'entretenir des rapports humains avec ses camarades moins privilégiés. Piccolo, c'est moi, Jean Samuel. Pendant près d'un demi-siècle, la famille, les amis, le public, peu entendirent Jean Samuel raconter la période de sa vie passée à Auschwitz-Birkenau. Trop difficile à dire, peut-être aussi trop difficile à entendre. Comment décrire l'indicible quand il n'y a pas de mots pour le faire? Jean Samuel a été arrêté par la Gestapo d'Agen le 2 mars 1944, à la suite d'une dénonciation. 8 membres sur les 18 de sa famille vont être emprisonnés puis envoyé à Drancy. Son père, son jeune frère Pierrot, 3 oncles, sa mère et sa cousine. Ils feront partie du 70e convoi pour Auschwitz. Jean sera le seul homme, avec les 2 femmes, à revenir. À Auschwitz, il échappe à la sélection et est envoyé à Buna Monowitz, un camp sur le chantier de l'usine IG Farben. C'est là que l'étudiant alsacien en pharmacie rencontre le chimiste Primo Levi. Le numéro 176 397 croise le 174 517. Être un numéro, cela veut dire ne plus être un homme, le but des Allemands, car il est plus facile de tuer un numéro que de tuer un être humain. C'est un jour exceptionnel, celui où Jean le Piccolo demande à Primo de l'accompagner à la corvée de la soupe, qui sera suivie d'une leçon d'italien. L'épisode du chant d'Ulysse, le chapitre 11 de Si c'est un homme. Te rappelles-tu du jour où nous avons véritablement causé de ça, et je t'ai raconté du mieux que j'ai pu le canto de Ulisse de la Divine Comédie. On était partis ensemble, Café Holen. En réalité, c'était de la soupe. Alors que la survie de chacun passe par un combat personnel, une rare amitié va naître. Lors de l'évacuation du camp, les amis se perdront de vue, pour se retrouver en 1946, de retour de Pologne. Commence un échange de lettres, ponctué de retrouvailles, en Italie et en Alsace. Jean note alors que Primo a une mémoire exceptionnelle, qu'il peut retrouver les noms de 50 camarades, qu'il a le don d'être un réservoir et qu'il a survécu pour témoigner. Primo écrit sous la dictée intérieure de tous ceux qui parlent à travers lui, ces disparus présents dans toute son œuvre. Dans ses lettres déjà, le double rôle du témoignage et de la littérature. À bien y regarder, l'amitié qui nous lie est quelque chose d'étonnant et unique. Nous nous sommes connus dans des circonstances particulières. À peu près dans la condition la plus misérable, on pourrait jeter un homme. Nous sommes trouvés associés dans la lutte contre la Vernichtung. Je traduis l'anéantissement. Non seulement matériel, mais surtout spirituel par le lager. Nous avons été sauvés par le hasard, par 2 processus extrêmement improbables,
et nous sommes retrouvés au-delà de tout espoir. Avec ça, nous ne savons pratiquement rien l'un de l'autre, ce qui rend particulièrement amusant et émouvant de s'écrire et de se lire. Et il termine la lettre en nota bene. Tu serais bien gentil de me signaler mes fautes de français. C'était vraiment une note typique de la simplicité et de l'humilité de Primo. Primo, ex 174 517. Ci sono una decina di temi che vorrei svolgere, che ho già visto svolti anche in parte, ma su cui non sono d'accordo, oppure che a mio parere sono nuovi. E mi sembra questo una specie di dovere, cioè non è un libro che scrivo per divertimento come questi, mi pare che sia un dovere da compiere. Et on ne peut pas créer, on ne pouvait pas, à mon sens, créer une famille, avoir une femme, avoir des enfants et leur casser la tête avec des histoires que j'avais rangées volontairement pour pouvoir vivre. Vivre. Jean savait qu'il n'y avait pas plus de justification à avoir survécu qu'à avoir été assassiné. Les souvenirs à visage humain étaient effroyablement peu nombreux. Raconter à ses proches comment et à quel prix ils avaient survécu, Primo allait revenir à la vie en jetant sur le papier cette mémoire. Jean, lui, rencontre une femme merveilleuse et l'épouse. Il a retrouvé la pharmacie familiale dans sa petite ville, avec le rythme des naissances et des vacances. Ce n'est pas qu'il refuse de parler, il attend probablement qu'on le sollicite. Il lui faudra attendre une génération. Et les autres? Je coiffé comme lui. C'est toi là? Oui, je m'étais coiffé comme lui ou un peu. En Charlot. Jean est entouré de ses affectueux petits-enfants. Leurs parents, ceux qu'on appelle les enfants des victimes, ont cherché à se protéger. Ils avaient le trouble pressentiment que partager ce souvenir serait l'acte le plus douloureux de leur vie. Alors, on a rangé les tampons de l'infamie avec les photos jaunies. On voulait presque oublier. 36 années se sont passées depuis ma sortie d'un enfer de 13 mois. Jamais je n'en ai parlé en public. Très peu en privé. Même en famille. On me l'a parfois reproché, mais il m'a fallu bien du temps pour acquérir la sérénité nécessaire. Les médias sollicitent les rescapés. C'est le temps où l'on commence à écouter ceux qui veulent nier. Il est temps de vaincre le découragement, de transmettre ce qui est impossible à transmettre et qui est impossible à oublier. Il y en a qui
se sont sentis coupables. Et c'est difficile d'accepter qu'on a perdu les 5 hommes qui m'accompagnaient et qu'aucun d'eux soit revenu. C'est dur à accepter. C'est probablement pour ça que longtemps je n'ai pas parlé, contrairement à Primo qui s'est exprimé immédiatement. Moi, il m'a fallu presque 35 ans de plus. Abandonner l'enfer de Dante, grimper au sommet de ce monde chaotique. Beaucoup de rescapés se reconnaissent dans ce que Primo Levi appelle l'itinéraire douloureux du convalescent. Donc papy a commencé à nous parler de la guerre, je devais avoir à peu près 10-12 ans. Ça s'est fait de façon assez naturelle, on partait en vacances avec nos grands-parents tous les étés à Megève, à la montagne. Et pendant les randonnées, en fait, il a commencé à nous raconter des petites anecdotes. Plutôt des anecdotes sur la guerre, la façon dont la famille était cachée, la façon dont ils avaient du mal à trouver de la nourriture, à s'approvisionner. Et je pense qu'ensuite les choses ont cogité dans son esprit. Et c'est là qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il implique le reste de la famille, puisque finalement on était les premiers à qui témoigner en fait cette expérience. Et c'est là qu'il a pris date finalement et qu'il a convoqué toute la famille de façon assez officielle pour raconter ce qu'il avait vécu pendant les camps. Pour la première fois, ça a été une vraie découverte, surtout pour mon père, je pense, et pour mon oncle, qui étaient ses fils, qui sont ses fils, et qui étaient finalement surpris d'apprendre enfin le fruit du non-dit et du silence qui avait duré si longtemps. Que nous le voulions ou non, nous sommes des témoins. La phrase de Primo est là, obsédante. La mort de Primo Levi en 1987 incite Jean à témoigner dans les écoles. Votre génération, celle des jeunes d'aujourd'hui, est extraordinaire. Il a sans doute fallu 2 générations, plus de 50 ans, disons, pour que l'écoute soit possible. Bonjour, je voudrais savoir comment ça se fait que vous n'ayez pas cherché à éliminer en fait votre tatouage sur le bras dès votre sortie du camp. Je voulais savoir si vous avez connu des gens qui ont préféré mourir lorsque vous étiez au camp que de subir toute cette souffrance. Est-ce que M. Samuel n'a pas remis en question l'existence de Dieu après une telle expérience? Je voulais savoir quel a été le regard des autres sur vous lorsque vous êtes sortis. Est-ce qu'au fond on se dit pas quand même, oui finalement j'ai de la chance que ça soit moi qui reste? À Auschwitz, on n'avait aucune possibilité d'écrire. C'était pas possible, c'était dangereux, on n'avait pas droit à quoi que ce soit, on n'avait pas de papier, on n'avait pas de crayon. Et il nous a donné un numéro. Mon numéro à moi, vous pouvez le voir, il est... Je pourrais vous le montrer tout à l'heure, vous ne pouvez pas le voir là-bas, mais il est tel qu'il était il y a 60 ans. Le 176 397. C'est à une multitude de miracles que quelques rescapés ont dû leur survie, chacune étant singulière et dépendant si peu de la volonté, des hasards et des chances le plus souvent ignorés. Et il y avait des camions qui étaient destinés à nous amener au camp, mais en réalité, ils amenaient directement la chambre à gaz, ce qu'on ne savait pas. Et ma mère s'est mise du mauvais côté. Et ce docteur Mengele, cette horreur d'homme, ma mère lui doit sa vie. Parce qu'il l'a pris une fois, il l'a pris par la peau du cou, il l'a mis du bon côté. Et ma mère a dit non, je suis fatiguée, je voudrais prendre le bus, le camion, et ces camions allaient directement à la chambre à gaz. Mais elle ne le savait pas, bien sûr. Et il l'a remis une deuxième fois du bon côté. Je commence toujours mes témoignages par une phrase d'une des premières lettres de Primo Levi. Que nous le voulions ou non, nous sommes des témoins et nous en portons le poids. C'est ce que Primo Levi m'a écrit en avril 1946, peu de temps après nos retrouvailles. Il a témoigné tout de suite, il a écrit dans la foulée dès qu'il est rentré,
Et il a parlé à sa famille, à tout le monde. Moi, il m'a fallu presque 35 ans pour pouvoir le faire. Les survivants des camps d'extermination sont des victimes qui devraient être saluées par des larmes et par des silences gênés. Mais des applaudissements peuvent aussi être une marque de respect, une façon de dire « Nous emportons avec nous le récit du témoignage de votre temps passé au camp, avec, comme vous le dites, ce coup de théâtre final extraordinaire, celui d'être un rescapé. » Ce n'est pas un héros que nous acclamons. Nos applaudissements disent que nous sommes heureux de vivre. Nous dirons que nous vous avons rencontré. Je suis parfois mal à l'aise du fait qu'on le perçoit comme un héros. C'est un témoin, c'est une victime, c'est un homme ordinaire qui a vécu une histoire extraordinaire ou en dehors de l'ordinaire, mais c'est pas un héros. Et c'est lui-même qui m'a transmis cette notion-là. Après avoir accueilli Jean Samuel, des élèves ont monté un spectacle. Des lettres écrites dans l'émotion et mises en scène pour s'interroger à 15 ans sur la connaissance de la Shoah. Que c'est le fait de rencontrer quelqu'un, de sentir une émotion à travers sa voix. Que la voix des victimes couvre les hurlements silencieux des coupables. C'était une école de... Un recueil de textes et de dessins offerts à la famille. À 15 ans, on m'a dit que ça fut une époque terrible et qu'il fallait la garder en mémoire pour ne plus jamais recommencer. Grand-père, je voudrais savoir. À 15 ans, on m'a dit que ce fut une époque terrible et qu'il fallait la garder en mémoire pour ne plus jamais recommencer. C'est pourquoi... Grand-père, je voudrais savoir. Je suis juive et j'aurais pu vivre les tortures infligées par les nazis. À travers vous, le but des Allemands a échoué. Je veux transmettre aux autres ces mots, pour que les hommes de demain... Dans chaque livre d'histoire, des chiffres, des mots terrifiants. Je voudrais vous dire merci. Cela doit être vraiment impressionnant. Le témoignage de ma grand-mère. Elle a permis à des Juifs de passer la frontière franco-suisse. Contre les Allemands, personne au sein de ma famille ne veut m'en dire plus. Malgré tout ce que j'ai pu apprendre, cette guerre reste pour moi fictive. Aujourd'hui, ma grand-mère ne peut pas parler du passé. Je pense que témoigner est important aujourd'hui, surtout de la part des jeunes générations. On n'a pas été directement touché par la Shoah. On peut penser que c'est plutôt aux gens qui ont vécu la Shoah ou à leurs enfants de témoigner. Alors souvent, les enfants ont été un peu oubliés, les enfants des survivants de la Shoah, puisque c'est pas eux qui ont souvent reçu la transmission directe de ce qui s'est passé. C'est vraiment à nous de reprendre ce flambeau, nous, jeunes générations, d'expliquer ce qui s'est passé et de profiter de la présence encore des anciens survivants pour en retirer un maximum, se nourrir un maximum de tout ça et pouvoir transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est important de ne pas laisser la place, de ne pas laisser de silence, de ne pas laisser la place à ceux qui aujourd'hui disent que tout ça n'a pas existé ou que c'est un point de détail. Et tout ça, ça repose sur nos épaules et uniquement sur nos épaules. Vers 13 ans, je fais un voyage scolaire. Je vais à Auschwitz. Et là, le retour est difficile parce que j'ai le sentiment de solitude, de questionnement, mais le pourquoi, le qui, le comment. Rien ne pourra jamais remplacer une visite, entre guillemets, des lieux, je crois. À quoi ça correspond d'être sur le lieu même. Il y a un esprit, il y a des traces, même à peine visibles, ne serait-ce que les sentiers faits où on marche probablement sur des cendres de gens qui ont été massacrés. Il n'y a plus que cette cendre, ces tout petits restes d'ossements.
Le lieu Auschwitz, les ruines des fours crématoires, sont là pour dire que le pire dans l'expérience de l'indicible serait de rencontrer un jour l'oubli ou l'indifférence. Alors là, vigilance, avec un danger, celui de l'iconisation, celui de faire du témoin un objet de culte, avec un autre danger, comme le souligne Primo Levi, celui d'oublier que les assassins d'Auschwitz avaient agi en tant qu'Allemands, réhabilités quelques années plus tard par l'effet d'un jeu politique cynique. La mémoire se transmet aussi aujourd'hui grâce au cinéma. La fiction est certainement une invention bien intentionnée. Avec l'enregistrement des témoignages, elle permettra d'enrayer l'oubli. On est allé toute la famille en fait à Auschwitz avec papy. Il y a des voyages plus agréables que ceux-là. C'était important qu'on le fasse tous ensemble parce que papy était notre guide pendant cette journée. C'est lui qui nous a montré les endroits tels qu'il les a ressentis, il les a vécus. Et au-delà de l'émotion qu'on ressent dans ce lieu, moi j'étais frappée par la précision des détails et des souvenirs qu'il avait. On est allé voir la plaque à l'endroit où il y avait l'usine de la Bouna où il avait travaillé. Ça matérialise vraiment les choses et ça donne une dimension différente à tout ce qu'il nous avait raconté auparavant. Pour moi, c'était un lieu où a vécu mon grand-père. Pour mes enfants, ça sera plus difficile parce qu'ils connaîtront moins mon grand-père. Et ils auront moins cet aspect-là aussi direct et aussi attachant. Et je pense que ça sera plus un lieu de mémoire du peuple juif et de l'histoire de la Shoah, qui est une histoire qui appartient à tout le monde. Et elle a une phrase qui m'a marqué et par laquelle je commence toujours quand je parle. C'est très exactement ceci. Que nous le voulions ou non, nous sommes des témoins et nous en portons le poids. Ça, il l'a écrit en 1946. C'est une discussion qu'on a souvent eue, lui et moi, sur pourquoi est-ce que Dieu était présent, est-ce que le hasard, est-ce qu'il avait une force supplémentaire que les autres. Mais j'en sais rien. Lui, il parle de hasard, moi je parlerai plutôt de Dieu, d'autres parleront peut-être d'autres choses. Mais en tout état de cause, la vie a fait que certains ne sont pas revenus, d'autres sont revenus. Il nous a toujours expliqué qu'il avait survécu de façon modeste grâce à la chance. Donc je pense que c'est un paramètre qui est important. Je pense aussi qu'il a survécu grâce au fait qu'il ait pu mettre en œuvre ses capacités intellectuelles et pas seulement penser au fait qu'il avait faim, froid, qu'il était entouré de mort, de misère et d'atrocités. Je pense qu'il a survécu aussi parce qu'il avait une force de caractère énorme et qu'il était entouré de gens, qu'il a fait des connaissances là-bas qui lui ont permis aussi de tenir le coup. Après, je sais pas comment on peut expliquer. C'est de la même façon que je ne sais pas comment il a vécu après, comment il a fait pour revivre. Je ne sais pas. J'en suis pleine d'admiration et je ne sais pas comment il a fait. Peut-être parce que la vraie vie est ailleurs. Il a fait le choix de revivre. Il a répondu oui à la question si c'est un homme. Jean Samuel est maintenant arrière-grand-père et il transmet du bonheur. Il faut bien comprendre qu'après-guerre, quand les survivants sont arrivés, ils étaient vus comme personne ne les acceptait qu'en tant que tels. Ils n'ont pas parlé parce que personne ne voulait qu'ils parlent. Et la deuxième génération aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, tant que les survivants sont là, personne ne s'intéresse trop à eux. Mais en réalité, ils portent un poids sur leurs épaules qui est considérable. Moi, pour mes enfants, je vais pouvoir avoir le choix de trouver l'équilibre dans la parole que je vais leur donner, c'est-à-dire de la pudeur, du récit que je vais leur raconter, tout en pouvant leur transmettre une histoire, un vécu, quelque chose. Mais la génération précédente n'a pas eu cette chance. Et je pense que c'est important aussi quand on parle de la Shoah et de tout ce qui s'est passé à cette période, effectivement de parler des camps de concentration, de l'horreur que ça a été, mais aussi de parler de la vie quotidienne des Juifs à cette époque, de tout le système de solution finale qui avait été mis en œuvre pour dire que la vie quotidienne des Juifs était difficile, que des gens se sont cachés, que des gens ont sauvé des Juifs, que des gens ont protégé des Juifs, que certains en ont dénoncé aussi. Mais c'est important de remettre tous ces éléments dans leur contexte pour parler de la Shoah en général. Pourquoi sommes-nous revenus de ce monde où les valeurs étaient inversées, où les sentiments de dignité et d'humanité étaient considérés comme une faiblesse?
Alors, au moment de désespoir, seul avaient compté les amitiés fidèles, amitiés précieuses, où le don d'une tranche de pain si fine qu'elle en est transparente devient le plus beau cadeau du monde. Un message d'optimisme, de foi en l'homme, que Jean Samuel entend transmettre à tous ceux qui lui prêtent attention. Non, n'oubliez pas que cela fut. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants.